merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter? François, du coup, peut-être pour commencer. Bonjour à tous, François Loyau, coopérative Noriap. Donc la coopérative est au nord de Paris jusqu'à la Belgique, on va dire, tout le côté ouest, donc ça s'appelle les Hauts-de-France et la Seine-Maritime, pour situer là-dessus. En termes de présentation relativement simple sur l'organisme, on est coopérative collecteur sur tout ce qui est produit scope et nous travaillons aussi toutes les cultures industrielles chez nos collègues. Et on a une partie zone d'élevage qu'il ne faut pas négliger aussi, parce que ça fait partie des paramètres. Et la démarche de BS, on l'est depuis le début qu'elle existe. Parce que je crois de tête qu'on a le 001, pas le 007 tueur, mais 001 en termes d'indicateur. Donc ça doit être le dossier numéro 1. Voilà, donc on est à l'origine du dossier en termes d'audit. Ok, voilà pour ma part. Super, merci beaucoup. Du coup, Bruna, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bruna, je travaille chez DBS depuis quelques mois maintenant. Je suis la responsable de communication marketing. DBS, on accompagne les producteurs et négociants des carburants et des biomasses dans leur certification de durabilité. On soutient les démarches agricoles vertueuses et on développe un savoir-faire avec les experts techniques du marché. Notre certification de durabilité, elle est reconnue par la Commission européenne et elle répond à la fois aux contraintes réglementaires, mais aussi aux besoins du marché, aux besoins du terrain. Notre ADN, il est tout autour de l'évolution continue. Donc, nous travaillons toujours avec les experts du marché pour développer des nouvelles certifications, pour avoir un cahier des charges toujours plus optimal et aussi pour développer des outils comme The Best Mapping Tool. Merci Bruna. Du coup, Louis, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Luis da Silva Serra, secrétaire général de DBS. Je travaille chez DBS depuis décembre 2013 et actuellement, je suis très impliqué dans la formation des auditeurs et des organismes de certification dans le nouveau formatage des exigences, notamment de RED 2. Merci beaucoup. Et du coup, Anaël, est-ce que tu peux nous faire une présentation? Bonjour à tous, donc Anaël Bibard, président et cofondateur de FarmLeap. J'ai aussi la chance d'être président du co-farming qui nous accueille aujourd'hui. Et FarmLeap, pour présenter très rapidement, c'est une plateforme digitale agile qui permet la collecte, l'analyse et la valorisation des données pour vraiment faciliter les liens entre les partenaires des agriculteurs et les agriculteurs. Donc on a une infra technique déjà existante et on peut greffer des nouvelles solutions faciles à plugger dessus, comme on va le voir tout à l'heure pour justement DBSVS. Merci beaucoup. Du coup, ma première question va à Louis. Qu'est-ce que DBS apporte en termes de valorisation de la biomasse agricole au regard des directives européennes RED 2? En fait, la démarche de DBS permet de valoriser la biomasse agricole, la rendant éligible selon un protocole spécifique à la chaîne d'approvisionnement et de production de biocarburants et de bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse. Cette proposition, elle est aussi intéressante, très intéressante pour les agriculteurs et pour les coopératifs, parce que en fait, on génère une nouvelle débouchée. Donc, il a la débouchée alimentaire humaine, débouchée alimentaire animale, et une nouvelle, c'est la débouchée énergétique. Et du coup, Anaël, tout de même, est-ce que finalement, c'est pas assez éloigné de l'expertise de FarmLeap aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait la jonction entre DBS et FarmLeap? En fait, c'est vrai que là, pour DBSVS, pour cette analyse de la biomasse, on est sur quelque chose, c'est une matière qu'on introduit pour faire des biocarburants. Donc on se dit, c'est vrai que c'est très différent d'une plateforme digitale. Pour autant, pour tester la durabilité d'une culture, on va le voir tout à l'heure sur la plateforme, pour tester cette durabilité, c'est vraiment un outil d'analyse de données qu'il faut. Et nous, c'est vrai qu'on est des spécialistes de la donnée agricole. On sait comment travailler avec les coopératives, les négoces. On sait comment ça se passe sur le terrain. Et surtout, on a déjà une infra et une plateforme digitale qui est facile à adapter, qui permet de bénéficier de cette plateforme existante
pour gagner du temps sur le développement initial, mais surtout répondre à des attentes terrain qui sont assez exigeantes en termes de performance et de productivité, parce que ça prend du temps d'analyser toutes ces données. Et donc, c'est là où on apporte notre brique à l'édifice sur comment simplement répondre aux besoins de cette automatisation. Très bien. Du coup, maintenant, on a Alix de notre équipe qui va nous faire passer une petite vidéo de présentation finalement de l'outil de BS Mapping Tool. Alors, vous voyez, c'est une plateforme, comme toute plateforme, hein, c'est simple, on rentre ses identifiants. Là, Léontine n'existe pas, c'est pas une salariée de FarmLeap. Et elle va se connecter pour rentrer sur la plateforme. Hop. Donc, la connexion est facilitée. Quand on arrive sur le DBS Mapping Tool, on a mis un système d'import pour retrouver toutes ces exploitations, pour pouvoir basculer rapidement depuis son ERP l'ensemble de ses COP ou son CRM, l'ensemble de ses agriculteurs. Sinon, on peut créer une fiche exploitation si on a une petite coop, petit négoce où on n'a pas un CRM facilement exploitable. On rentre les sirettes, là on vous a mis ERL situé près de Gaillac, géré par Jean Prévost. On a fait vraiment du très simple. Le système d'import fonctionne avec un simple CSV. On a même rajouté un système prochainement pour pouvoir importer en API, on en reparlera tout à l'heure, l'ensemble des données pour ne pas créer des doublons quand on crée trop vite une exploitation. Et une fois qu'on a créé son exploitation, on rentre les surfaces prévisionnelles, parce que certains opérateurs s'attendent à des conditions de durabilité ou s'attendent à un certain résultat sur une exploitation. Donc, on peut faire la comparaison prévue réalisée et ensuite, on ajoute le fichier Télépack. Donc là, le fichier Télépack, on est sur un XML. Hein, c'est vraiment le fichier qu'on télécharge sur telepack.gouv.fr et on peut choisir les cultures qu'on va analyser. C'est-à-dire, je mets soit toutes les cultures, certains nous disaient, moi, je veux analyser toute l'exploitation. Je ne veux pas me contraindre à analyser que le colza, ou sinon, je mets colza et je vais analyser que le colza. Et vous voyez la vitesse, là, c'est une vidéo en prise réelle, la vitesse d'analyse des données, c'est quelque chose qui est pratique pour ensuite voir le résultat. On a le durable, on a le non durable, et on peut filtrer les fonds de carte qu'on va pouvoir positionner. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de sortir de la plateforme pour pouvoir analyser, voir si c'est sur une zone Natura 2000 ou autre. D'ailleurs, quand c'est sur des zones Natura 2000, les zones durables sous condition, il me dit, par exemple, Ruisseau-le-Magot. Vous êtes sur la zone Natura 2000, Ruisseau-le-Magot, et ça vous dit pourquoi c'est une durabilité sous condition. Comme ça, on gagne du temps pour chercher la cause ou l'analyse qu'on va devoir faire. L'export en Excel peut être pratique aussi si vous voulez remonter sur une analyse de données, une centralisation, sans avoir à créer d'API. Dès le début, on peut quand même déjà importer, exporter, analyser de la donnée. Donc là, on voit quand je mets mon RPG 2007 et mes zones Natura 2000, je vais pouvoir aller voir les couleurs que j'ai en fond de carte. Donc là, ça m'explique les raisons de non-durabilité. Et je peux resituer où sont toutes mes zones Natura 2000, qu'elles soient ZPS et SIC. Et là, on voit le résultat de mon analyse vraiment de manière très, très simple. Donc, l'important dans ce type d'outil, c'est qu'un, il soit facile à prendre en main. Vous voyez, il n'y a pas 120 000 boutons. Deux, il y a un rapport qui soit facile à avoir à la fin. Et enfin, l'autre point important, c'est de pouvoir avoir un peu de support à la compréhension des résultats, parce que ce n'est pas toujours si simple que ça. La durabilité, vous avez vu le nombre de boutons à cocher à côté. Donc, forcément, il y a des fois, on ne comprend pas trop le résultat. Donc là, nous, on fait le support avec Victoria et moi pour répondre aux COP, aux négoces, pour dire, OK, voilà pourquoi ça ou pourquoi ça. Nous, on donne juste l'analyse de pourquoi l'outil vous donne tel résultat. Après, les causes de la durabilité, on fait appel à des experts. Merci Anaël. Du coup, je pense que vous avez appris un petit peu plus sur cet outil. Louis, quels sont finalement les objectifs de cet outil, les grands objectifs de l'outil DBS Mapping Tool pour DBS aujourd'hui? Juste un petit mot sur le contexte, le schéma DBS. C'est un schéma qui certifie les différents acteurs de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement, des biocarburants, des bioliquides, des combustibles issus de la biomasse. Dans le cas échéant, on est dans les premiers maillons, donc les organismes de collecte des agriculteurs. Et dans l'exercice de la certification, il y a l'audit.
Et dans l'exercice de l'audit, il a l'analyse de la conformité. Et pour faire l'analyse de la conformité, il nous faut des preuves d'audit. Effectivement, cet outil nous permet d'avoir des preuves tangibles, matérielles, disponibles, et qui nous assure à la fois une approche harmonisée entre les organismes de certification et les auditeurs, et aussi une approche harmonisée entre les clients. C'est-à-dire qu'on organise, finalement, on valide la conformité de l'obtention de la biomasse agricole de la même manière que ce soit au nord de la France, au sud de la France, indépendamment des cultures. Merci. François, quel est pour vous finalement l'objectif de l'utilisation de cet outil par rapport à des méthodes plus traditionnelles? Alors, il n'y a pas de méthode traditionnelle, il y a deux méthodes. Il y a soit le papier qui est autorisé dans la démarche, ou soit passer sur une démarche type FarmLib. L'avantage et les inconvénients des deux, c'est que dans une situation, le papier est gourmand dans le temps. On augmente le taux d'erreur quand il faut faire des pointages visuels parce qu'il faut se repérer des cartographies. Il peut y avoir des erreurs d'addition, d'interprétation. Comme a dit Louis, à un moment, il faut qu'on soit objectif, tangible. La pire des choses quand on est dans un audit, c'est quand il y a des erreurs répétées par incompréhension. Ce type d'outil nous permet d'avoir une démarche assez propre qui nous permet de nous dire la méthode de calcul, on est d'accord sur l'auditeur et nous, c'est-à-dire qu'on respecte la démarche qui est mise en place. Ça, c'est important d'apporter la sérénité quand on est dans des dossiers. Le point important que je reviendrai, qui a été fait par Anaël, c'est qu'à un moment, on peut avoir des parcelles sur lesquelles on est partiellement. Donc, l'outil nous donne une information, c'est à nous de décider ou de partager le dossier en disant ça peut être une erreur d'interprétation, une interprétation erronée. Donc, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va nous faire le calcul pur et dur. Il nous aide à prendre des décisions. C'est ce que j'appellerais une aide à la décision. C'est ça qui est important dans ce type d'outil. Et puis après, si on est dans un organisme, on nous demande d'écraser des charges parce que c'est lourd. Et le temps passé en papier et en informatique, vous divisez au moins le temps par 4. Si vous avez une centaine de dossiers, ça va représenter 5-6 semaines de travail. Quand vous avez une centaine de dossiers avec ce type d'outil, ça va représenter une semaine de travail en temps humain. Donc, tout ça, c'est des petits points qui s'additionnent. Donc, c'est vrai que c'est une organisation, c'est une façon de travailler différemment. Mais apporter la sérénité dans un job, c'est très important. Et plus on sera serein, plus on sera, je vais dire, solide pour défendre ce type de démarche, aussi bien de la démarche de BS, comme de nos clients finaux qui achètent une matière première, dont ils savent que c'est fait dans les règles de calcul. Eux, ils ont besoin d'être rassurés, puisque derrière, ils font aussi la promotion de choses, de durabilité. Et dès que c'est erroné, ça part, c'est pas bon. Donc, je trouve que ce type de démarche informatique nous permet d'apporter de la sérénité, d'avoir vraiment des choses tangibles. Et donc, c'est plus facile à faire. Après, il y a un temps d'adaptation, donc je vais peut-être laisser un peu après. Mais ce temps d'adaptation, il faut savoir que ce type d'outil, des évolutions, font qu'on gagne beaucoup, beaucoup de temps et de confort. Et le confort dans le job, c'est quand même pas mal quand même. Il faut le prendre en considération. Merci. Du coup, je pense que maintenant, vous avez un point de vue un peu plus éclairé, en tout cas, je l'espère, sur cet outil, sur cette démarche, sur ces différents schémas volontaires de durabilité. Du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite de cette table ronde? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interrogé? Est-ce que vous avez des questions pour une des personnes du public? Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter avant de poser votre question et ensuite, tout simplement, vous nous poser votre question? On doit être très, 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 très clair, mais on n'a pas de questions du public, donc tant mieux. Mon temps de réponse est un peu long. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. J'ai une question, vous avez parlé de CRM, mais j'ai compris aussi ERP. Est-ce qu'on peut exporter les données sur CoFarming par l'ERP? Pas depuis directement CoFarming, mais depuis la plateforme de BS Mapping Tool, effectivement. Donc, comment ça fonctionne? Il y a deux flux de données. C'est-à-dire, il y a un premier flux d'alimentation. Alors, ce n'est pas toutes les données. Les premières données qu'on va importer, là, je vous ai montré comment créer une fiche d'exploitation. Ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir supprimer avec les échanges de données. C'est juste avec un fichier CSV, hein, c'est l'équivalent d'un Excel, mais à plat. Et hop, on importe la donnée, j'ai créé toutes mes exploitations. Comme ça, mon historique, déjà, je n'ai pas à chercher mon exploitation, pas à me tromper dans la création du SIRET et autres. L'autre système qu'il y a, c'est dans le retour de la donnée. Vous avez vu, il y a un traitement d'analyse de la donnée.
Et il y a un tableau de bord qu'on a rajouté, mais un tableau de bord très simple sur les résultats par exploitation. Et ça, on peut récupérer un fichier soit CSV, soit Excel. Et donc, je peux remonter mon résultat d'analyse de données dans mon ERP. C'est une manip manuelle. Ce qu'on est en train d'ajouter progressivement, c'est un système par API. Alors, les API, c'est un peu plus complexe à mettre en place au début. C'est comme des plugs, comme des prises de données. Mais une fois que c'est mis en place, ça circule tout seul. Et là, on pourra aller beaucoup plus loin avec l'API, c'est-à-dire ne pas créer de doublons. Parce que si je recrée une exploitation, bah, je vais en créer une deuxième, quoi. Donc, elle va aller en plus de l'autre. S'il y a pas, on a vu que les gens ne saisissaient pas toujours les sirettes, les packages. Donc, on n'a pas mis de détrompeur en disant ça, c'est obligatoire. Parce que certains nous ont dit non, non, moi, je ne le mettrai pas. Donc, le rendez pas obligatoire. Si vous le mettez, je ne pourrai pas créer mes fiches d'exploitation. Donc, on ne l'a pas mis. Par contre, ça fait qu'on a des contraintes qui apparaissent comme les doublons. Ça, on passera par-dessus avec des systèmes d'API. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? On nous a demandé là tout de suite où sera rediffusée la vidéo. Donc, elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Plus de questions? Tout va bien? Parfait. Du coup, ma question suivante, c'est Louise, finalement, pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Farmly pour la mise en place du DBS Mapping Tool? Alors, tout au départ, dans une relation de partenariat avec un sous-traitant, la sélection se fait tout naturellement lorsque vous trouvez le sous-traitant qui comprend votre cahier des charges. Dans un deuxième temps, il y a la phase de déploiement où, entre le sous-traitant et le donneur d'ordre, il y a une espèce d'élan de confiance qui s'établit où on dirait que c'est l'apprentissage, la vie apprenante. On apprend tous les deux. Et dans une relation maintenant professionnelle établie, qui est à l'actuel, c'est la réactivité finalement et l'ouverture des deux parties à faire évoluer l'outil en fonction de l'évolution des besoins du monde des clients. Très clair. Et du coup, Anaëlle, quand DBS vous a présenté le projet, quelle approche est-ce que vous avez choisi d'utiliser pour répondre à ce projet? Alors, la première approche qu'on a l'habitude d'avoir, déjà, outre la lecture détaillée, le prendre en compte le cahier des charges rédigé, parce qu'on avait déjà un cahier des charges propre et détaillé, c'est d'aller commencer à rédiger un protocole d'entente, un protocole de compréhension qui est non engageant, pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc, on passe par l'écrit. Et pour passer à l'écrit, finalement, on se rend compte qu'au début, tu penses avoir tout compris, puis tu commences à rédiger la proposition en disant voilà ce qu'on a compris, est-ce que c'est bien ça? Souvent, il y a plusieurs itérations avant d'arriver à déjà une proposition de projet. Et une fois qu'on a eu notre proposition de projet, la première chose qu'on a fait, au lieu de commencer à coder, c'est d'aller rencontrer les utilisateurs. Donc, on est allé sur le terrain, on a vu des coopératives. Noriap était un peu trop dans le nord. Donc, on est allé un peu plus autour de chez nous, autour de Lyon. Mais on a déjà eu des premiers temps avec des coopératives, des négoces, des OS, pour dire, OK, comment vous faites aujourd'hui? Et c'est quoi montrez-nous comment vous faites. Déjà, on a vu des points de blocage, des points de douleur réellement en allant voir les utilisateurs. Et enfin, une fois qu'on avait une V0, une pièce à casser, on l'a mis entre les mains de plus d'utilisateurs pour leur dire, OK, vous en pensez quoi? Et là, on a eu quelques modifs à faire pour avoir l'outil qui, justement, répond aux attentes. Et du coup, 1 an après le déploiement de l'outil, quels sont les premiers résultats que vous pouvez nous partager? Alors, le taux d'usage, on avait quand même 430 coopératives et négoces qui sont utilisatrices, adhérentes de BSVS. Et on a finalement, dans le premier mois, lors du premier mois, on a eu un onboarding où on a eu plus de 175 de mémoire coopératives et négoces qui se sont mises à utiliser l'outil dès le démarrage, le premier mois, avec des utilisateurs actifs qui avaient créé leur compte et commencé à créer des exploitations. Là, en 2022, on a eu plus d'1 million d'hectares d'analysés avec l'outil. Donc, on a vraiment un déploiement qui est assez massif sur la SAU française. Très clair. Et du coup, François, concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que cet outil vous apporte? Bon, pour revenir tout à l'heure, le quotidien, c'est que l'outil était plus réactif de ce qu'on connaissait avant. Et la réactivité, quand vous êtes devant un écran, vous attendez 10 secondes, c'est déjà long, 15 secondes, c'est très long, et après, c'est infernal. Donc, plus de réactivité, c'était donc plus agréable pour les opérateurs. Ça, c'est un point important.
un peu plus de précision dans certains calculs et de paramètres. Après, il y a toujours des choses qu'on reproche, mais c'est normal. On est sur des évolutions technologiques qui fait qu'on va s'améliorer chaque jour. Mais globalement, une meilleure précision. Donc, on a gagné du temps. Et donc, ça nous apporte de la sérénité. Donc, cette analyse plus fine nous permet d'être plus fort lors de tout ce travail-là. Parce que globalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le temps passé, aujourd'hui, on a gagné quand même plus d'un mois de travail. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, une ETH, c'est pas cher, mais quand on l'économise ou on la rentabilise à un autre dossier, ça vaut le coup quand même. Donc, globalement, tout ça, c'est important. Après, maintenant, toute la difficulté, c'est de récupérer les dossiers XML pour faire le job. Et ça, c'est un nouveau challenge pour le producteur d'établir un état de confiance entre la prise du dossier, la confidentialité du dossier, parce que là, on a quand même un territoire. Et donc, à travers ça, on s'est organisé différemment en interne, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnes qui y accèdent par mesure de confidentialité et de respect du producteur. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une démarche qualité qui nous demande d'atteindre un objectif. Cet objectif, c'est de donner une réponse précise et pas de communiquer à tout le monde de ce qui en est. Donc ça, c'est important aussi je dis, dans l'organisation, on a modifié notre organisation par rapport à ce respect de confidentialité avec le producteur pour qu'on ait une confiance qui s'établisse entre lui et nous pour récupérer ces données-là. Ça, c'est important et j'insiste sur la démarche, ce sera à renforcer de ce côté-là. Après, on est gagnant, donc on continue et on augmente l'utilisation du produit, on l'était déjà. Et après, c'est vraiment humainement de former les gens. Et Louis a insisté tout à l'heure à la formation des équipes qui l'utilisent. Il faut que les équipes soient bien formées pour bien utiliser l'outil. Ce n'est pas parce que c'est informatique que ça fait tout. Il faut savoir interpréter les résultats. Et ça, c'est un autre travail aussi en interne. Ce n'est pas l'outil, c'est l'équipe d'EBS qui nous accompagne ou d'autres partenaires, nos fédérations qui viennent nous accompagner pour faire ce job-là. Donc, c'est un ensemble d'éléments pour la réussite, pas un seul. Voilà. Un ensemble d'éléments pour la réussite. Je pense qu'on va retenir ça. Et du coup, Louise, qu'est-ce qui vous a semblé finalement pertinent dans l'approche de FarmLeap, dans la construction de cet outil? Bon, d'abord, l'association du rendu lisible, c'est très agréable. Et voir qu'il est associé à une crédibilité de fond, parce que toute la structure de cet outil, elle repose sur des outils ou sur des informations institutionnelles. Et d'autre part, nous avons réussi finalement à établir la conformité par rapport à une exigence dans un temps idéal, ce qui nous permet finalement de diminuer le temps d'audit. Et lorsqu'on diminue le temps d'audit, on est gagnant pour obtenir le résultat que nous obtenons. Très clair. François, du coup, quelles futures évolutions voudriez-vous voir dans l'outil de BS Mapping Tool? Alors, bon, sans blague, c'est pas de fournir du personnel parce que ça aurait été le top. Dans les améliorer les tableaux de bord en termes d'indicateurs, parce qu'aujourd'hui, quand on a un dossier, deux dossiers, ça va. Mais quand il faut cumuler les informations, on aimerait, dans tout ce qui est audit, on nous appelle une analyse de risque. Et d'avoir ce tableau d'indicateur natif, ce serait bien de dire vous êtes à 90,2% en durable sur telle culture ou sur telle région ou micro-région, territoire. Ça, c'est intéressant. Et donc, on a besoin de ça parce que ça fait partie de la démarche d'EBS, de certification, de pouvoir analyser. On a une analyse de risque à mettre en place, savoir si on est cohérent par rapport à ça. Après, l'extraction par groupe, tu l'as évoqué. Mais pour nous, c'est important parce que quand il faut ressaisir les pourcentages, parce que le pourcentage nous permet de faire le mass balance, l'ensemble du bilan massique. Et ça, on a besoin de ça. C'est dommage de ressaisir une information ou d'avoir une information qu'on puisse interpréter et de valider. Voilà. Et puis, tu l'as évoqué, quand on pousse des fichiers, bon, il y a des petites améliorations qui vont se mettre dessus. Et puis, le dernier point, quand tu refais la démonstration, quand une parcelle est durable ou non partielle, ce qui serait bien, c'est que visuellement, on ait une petite image qui dit celle-là, elle est en pourcentage durable là-dessus, que d'aller chercher. Autrement, on sait que la culture Intel n'est pas durable. Il faut passer sur un autre fichier pour voir quel îlot et revenir sur l'écran. Moi, je fais partie des gens qui sont flemmards, qui n'aiment pas travailler. Et je dis que l'outil doit être à notre aide là-dessus et à l'usage. Et donc, de pouvoir dire telle parcelle, elle n'est pas 100% durable. On clique dessus et on lui dit c'est cette zone-là. Et après, on peut aider. Et je pense qu'à l'auditeur aussi qui serait derrière, la même démarche. On a bien cette parcelle-là qui n'est pas durable ou partiellement durable. On peut cliquer dessus, on a un zoom et on dit quelle partie non durable. Et ça permet de prendre une décision. Autrement, on est toujours en train de faire des clics
C'est de l'informatique, hein, mais pour moi qui connais rien à l'informatique, ça doit être facile. Ça, c'est votre truc. Mais globalement, je sais que c'est pas simple. Mais globalement, j'essaie de me mettre en tant qu'utilisateur et me dire qu'est-ce qui facilite la décision et qui me permet d'être rapide. Et si je suis audité par un auditeur extérieur ou par quelqu'un d'autre, je suis capable de justifier en 2 clics la parcelle qui pose problème ou les parcelles qui posent problème aussi, entre guillemets problème, mais qui sont identifiées avec un différentiel. Donc ça, c'est des petits détails d'utilisation, mais on sent en version 2 ou 3. Mais ça, c'est des pistes d'amélioration qui peuvent être intéressantes en dehors des API, tout ce qui va avec la circulation de l'info. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas noté, mais c'est bien enregistré, donc on va prendre note. Anaël, du coup, est-ce que peut-être tu veux réagir à ces différentes demandes? Oui, c'est clair que c'est des questions qu'on s'était beaucoup posées au début, l'affichage. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais les sources de données de la PAC sont parfois abscons ou obscures et contraintes, on va dire, par les choix d'enregistrement qui ont été faits en 2014. Donc on n'aurait que de la donnée comme 2017 et après 2014, on pourrait l'afficher, ça serait obvious, on l'aurait même déjà fait. Et là, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on colorie différemment la partie non durable, durable? Mais on y réfléchit beaucoup. Après, sur l'usage, sur l'UX, c'est-à-dire le parcours utilisateur et sortir, changer d'écran puis revenir en arrière, ça, on prend bien note parce qu'effectivement, c'est quelque chose où déjà, on ne sort plus pour aller sur Géoportail. C'était le problème. Là, on a supprimé ce problème-là. Là, il faudra qu'on supprime aussi l'autre problème d'avoir un écran, puis une marche arrière, une marche avant. Supprimer ou être plutôt en mode marche avant, ça serait un peu plus sympa, ça. Donc, Merci. Quelles sont pour l'instant les futures évolutions de l'outil 2BS Mapping Tool qui seront bientôt mises en œuvre, du coup, Anaël? On a notamment la remarque précédente qui était c'est un outil d'aide à la décision. Parce qu'effectivement, on sait que la donnée 2014 et avant, elle est un peu partielle. Elle n'est pas complète. On a la culture principale de l'îlot, mais on ne sait pas où c'est dans l'îlot. Donc, si ça se trouve, c'est en dehors. Et on a une preuve que c'est en dehors. Donc, ça dit 12% de non durable. Et en fait, l'auditeur va dire si, c'est durable parce que je sais où était ma prairie permanente. J'ai la photo. La photo amenée par mon agriculteur sur sa vieille S2 jaune, comme on disait à l'époque. Et du coup, je prouve ça. Mais dans l'outil aujourd'hui, je ne peux pas le noter. C'est déjà le cas avant, dans l'outil précédent. Maintenant, là, l'évolution prochaine, c'est pouvoir dire, OK, j'ai pris ma décision, c'est 100% durable parce que X ou Y, et je le note, et comme ça, derrière, l'analyse de risque qu'on pourra avoir en tableau de bord sera complète. Donc, ce sera un outil de gestionnaire de qualité et plus simplement un OAD. Merci. Du coup, mon avant-dernière question vient à Bruna. Comment devient-on finalement adhérent à l'association 2BS pour pouvoir utiliser l'outil 2BS Mapping Tool? Alors, pour pouvoir utiliser tous nos outils, il suffit de contractualiser avec nous et de contractualiser aussi avec un organisme de certification. Donc, une fois cette étape passée, vous pouvez utiliser tous nos outils dans 2BS Mapping Tool. Très bien, merci. Et ma dernière question ira à Anaël. Comment fait-on pour en savoir plus sur 2BS et pour en savoir plus sur Formlip? Alors, on a fait en plus un petit... alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. On a une petite... un petit mémorandum qu'on a en ligne sur notre site, mais aussi pour ceux qui sont présents, une petite carte. Et on a fait un cas d'usage, le cas d'usage de BSVS, justement, pour présenter ce schéma volontaire de durabilité et présenter le cas d'usage en détail. Donc, vous téléchargez ou vous flashez le QR code si vous êtes présent et vous pourrez justement avoir toutes ces infos. Et si vous le souhaitez, on transmettra vos coordonnées à Bruna, notamment pour pouvoir qu'ils prennent contact avec vous. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions du public? Est-ce qu'il nous reste quelques questions ou est-ce qu'on a été très clair? Bon, même si on a été très clair, vous avez le droit de poser des questions. Si. Une question pour Monsieur François. Les données au niveau des exploitations, vous les faites remonter comment? Alors, en fin de compte, quand il y a des données, c'est d'un fichier XML, donc c'est un fichier informatique. On a dans la démarche, quand on est en 2BS, on signe un document comme quoi l'agriculteur est durable ou pas durable. Et dans ce document-là, c'est marqué, s'il est audité ou si on a besoin d'aller plus loin, il doit nous fournir ces informations. Ça fait partie du cahier des charges. Et on a une adresse mail sur laquelle ce fichier XML qu'il a extrait du dossier PAC sur son télépack, il envoie sur une adresse mail spécifique chez nous, pour pas que ça y aille à droite, à gauche. Et c'est 2 personnes chez nous qui sont habilitées à prendre le dossier
et à traiter le dossier pour pas que ça aille partout. Parce que le dossier Télépac, enfin, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses aussi. Hein. Mais nous, on veut rester vraiment dans pas la confidentialité, le mot confidentialité me gêne, mais dans le respect strict de l'utilisation de données pour ce thème-là. Et donc, c'est juste un fichier Télépac. Donc, en fin de compte, si on parle de durabilité, en fin de compte, durabilité, c'est la pollution de l'air, ainsi de suite. C'est un fichier PAC, c'est pas très lourd à envoyer par mail. Quand il faut faire du papier, il faut éditer, il faut l'envoyer par courrier, ou il y a quelqu'un qui va le chercher en voiture. Quand on cumule d'un bilan gaz à effet de serre, il y a le côté pratique. Après, le deuxième, c'est le temps de travail, d'analyse. Ben, on va beaucoup plus vite. Donc, c'est long à instituer auprès de nos partenaires producteurs. Mais quand on leur explique et quand on le partage, ça fonctionne. Et on reste limité à ça. Je sais que des fois, en interne, on me dit « Ouais, mais j'aimerais bien récupérer le fichier. » Je dis « Si tu veux récupérer le fichier, tu vas avoir le producteur qui a besoin pour ça. » Alors, le producteur, ça l'agace. Mais il faut qu'on se respecte là-dessus en disant « Il y a des limites, il y a un cadre. » Et je pense que c'est important de définir le cadre. Et moi, c'est ce que Louis a compris ce que j'ai dit, vous avez compris, de définir le cadre de l'utilisation des données. Ça, c'est extrêmement important par respect du partenaire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais envoyer un mail, c'est globalement, l'auditeur, on l'appelle au téléphone, il extrait. Quand il attend son bureau, ça lui prend 5-6 minutes, voire un peu plus, tant de s'y retrouver dans le dossier qui n'est pas facile à extraire les données. Il récupère le fichier, il l'envoie. Quand il faut faire papier, je ne vous dis pas le temps d'impression, ou de faire un PDF, de nous l'envoyer qui est très lourd. Nous, pour un PDF à l'écran, ce n'est pas toujours facile. On va l'imprimer. Voilà, on a dû gagner du temps sur tous les niveaux, même en charge de fourniture, impression, ainsi de suite. Donc, il y a un gain substantiel à faire. Et je pense que tout le monde peut être gagnant. Donc, l'informatique canalisée, ça peut être sympa. Je vais compléter. Je partage totalement ce qui a été dit. Il y a un autre point. Nous, le fichier Télépac n'est pas... il est analysé et après, il est droppé. C'est-à-dire, on n'a pas de sauvegarde sur la plateforme de l'XML en soi. Premier point. Deuxième point, on a signé la charte Data Agri chez FarmLib. Donc, on a un tiers de confiance avec un comité d'éthique indépendant qui vérifie qu'on ne revende pas la donnée. Donc, c'est-à-dire la plateforme, l'analyse de la donnée, c'est vraiment pour vous et pour votre partenaire. Et enfin, il y a un autre système. Nous, il y a un groupe de travail data qui a été monté avec la ferme digitale et le cabinet de la Première ministre, parce qu'il faut ouvrir, ça c'est un message plutôt pour le politique, il faut ouvrir le télépac.gouv pour vous. C'est-à-dire que vous puissiez, avec des codes API, alors c'est un peu technique, mais avec des identifiants, plutôt que d'avoir à chaque fois télécharger des trucs, refaire. En fait, vous envoyez un mail, 3 infos, un système, il y a une demande de validation et après, le système est plugué et on appelle la donnée, on ne vous appelle plus vous, une fois que vous avez validé cet aspect-là. On n'appelle plus le technicien, on n'appelle plus la grille, on n'embête plus à retrouver... Parce que sur Télépac, c'est vrai que parfois, chercher, punaise, il est là, il n'est pas là, pendant 3 semaines, il n'est plus disponible parce que X ou Y. Non, c'est pouvoir accéder à la donnée en direct de manière sécurisée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous reste des questions dans le public? C'est tout bon pour vous? Dans tous les cas, je pense que chacun de nos intervenants reste disponible pour vous. On va rester quelques minutes autour de ce stand. L'étude de cas clients dont Anaëlle parlait est juste ici. On a Alex qui va pouvoir vous les distribuer. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci François, Bruna, Louis et Anaëlle pour ces échanges.